prenons spécifiquement, vous avez mentionné et le Qatar et la Turquie. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde ces deux pays, c'est que ce sont les deux pays où se trouvent, et depuis longtemps, ce n'est pas du tout une invention de Trump, où se trouvent depuis très longtemps les deux bases militaires américaines les plus importantes du Moyen-Orient. La Turquie avec l'énorme base américaine de l'est de la Turquie, Incirlik, et le Qatar avec la base de Doha. Et nous allons maintenant évoquer encore, bien entendu, cet accord et le retour des otages, et plus particulièrement l'accord entre Israël et le Hamas, et sous maintenant un aspect, on va dire, beaucoup plus géopolitique. Et notre invité ce matin est Michel Gerfinkel. Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Moi, Dim Simcha. Alors, on va évoquer donc cet accord, et je vous ai demandé plus de parler de l'aspect géopolitique avec, on va dire, pas des personnages, mais des pays qui ont joué un rôle important. Alors, il y en a qui ont été au grand jour, comme le Qatar, et puis il y en a un autre pays, qui était plus, on va dire, dans les coulisses, mais qui a joué aussi, dit-on, un rôle important, c'est la Turquie. Alors, pourquoi ces deux pays? Pourquoi Trump a entre guillemets, je ne sais pas s'il les a choisis, mais pourquoi il a décidé de mettre dans cet accord que ces deux pays soient importants pour la signature de cet accord? Dans un premier temps, on peut simplement dire que ces deux pays avaient des liens, ont des liens avec le Hamas, et que, à ce titre, ils ont joué des rôles d'intermédiaires plus ou moins poussés. Donc, dès lors qu'il y a un accord et dès lors que ces deux pays ont participé aux accords, il est normal de les faire participer également à la signature de l'accord. Mais je crois que derrière cela, il y a autre chose. Il y a la vision de Trump pour le Moyen-Orient, qui est une vision connue, qui d'ailleurs a été formulée dès le premier mandat de Trump, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau et qui serait une conséquence de la guerre commencée voici exactement 2 ans en 2023, le 7 octobre 2023. C'est quelque chose de fondamental dans la vision globale de Trump et par conséquent de son administration. Cette vision, c'est une vision que que je qualifierais d'inclusiviste. C'est-à-dire que les États-Unis se proposent de travailler avec tous les pays dans une région donnée, en l'occurrence dans une région très importante qui est le Moyen-Orient, avec tous les pays avec lesquels ils travaillent déjà. Donc, en gros, ce que les États-Unis disent avec, disons, les pays avec lesquels ils ont des accords, avec lesquels ils ont des relations économiques, avec lesquels ils ont des relations stratégiques, nous avons travaillé sur une base bilatérale depuis longtemps. Maintenant, je vous propose d'élargir un petit peu la vision et je vous propose à chacun d'entre vous de travailler ou de coopérer avec les autres pays avec lesquels nous travaillons ou coopérons. Évidemment, le cas d'Israël est fondamental dans cette vision. Beaucoup de pays arabes ou islamiques étaient ou sont toujours dans une situation de conflit avec Israël. Et à ce niveau-là, la proposition de Trump consiste à dire je travaille avec vous Qatar, je travaille avec vous Turquie, je travaille avec vous Arabie Saoudite, etc. Donc, mais je travaille aussi avec Israël. Donc pourquoi finalement vous ne travailleriez pas avec Israël aussi? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser les problèmes qu'il y a eu entre vous? Je vous propose un win-win, un gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que vous ne voulez pas accepter ma proposition? C'était l'esprit des accords d'Abraham. C'est aussi dans l'esprit de Trump la vision qu'il propose aujourd'hui. Dans le discours qu'il doit prononcer à la Knesset, en principe, il est fort probable qu'il revienne sur cette idée.
Est-ce que c'est une redistribution un peu des cartes au Proche-Orient avec donc la Turquie qui va peut-être avoir un rôle plus important à jouer, le Qatar? Il n'y a pas de redistribution des cartes. Il y a simplement l'idée que ce qui existe déjà peut être en quelque sorte, vous savez comme on dit dans certaines disciplines sportives, on va transformer l'essai. Puisque déjà il y a des situations acquises pour un certain nombre de pays, allons plus loin et faisons que ces situations débouchent sur une coopération régionale. Prenons spécifiquement, vous avez mentionné, et le Qatar et la Turquie. La première chose qui saute aux yeux quand on regarde ces deux pays, c'est que ce sont les deux pays où se trouvent, et depuis longtemps, ce n'est pas du tout une invention de Trump, où se trouvent depuis très longtemps les deux bases militaires américaines les plus importantes du Moyen-Orient. La Turquie avec l'énorme base américaine de l'est de la Turquie, Incirlik, et le Qatar avec la base de Doha, qui est la plus grande base américaine de la région. Il y a d'autres bases américaines, mais les deux plus importantes se trouvent en Turquie et au Qatar. Donc déjà, dans la vision globale américaine, la Turquie est importante, le Qatar est important. D'autre part, les deux pays sont de très grandes puissances économiques dans la région. Pour le Qatar, c'est une puissance financière, mais elle est tout à fait considérable. Et pour ce qui est de la Turquie, il est entendu que c'est un pays sur le plan, je dirais, de l'économie au jour le jour, qui a un certain nombre de problèmes, des problèmes d'inflation, des problèmes divers. Mais d'un autre côté, la Turquie est un pays qui a développé une base industrielle, technologique, scientifique, tout à fait considérable. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des experts israéliens qui ont travaillé avec la Turquie et avec des pays européens à l'époque où la Turquie était un partenaire et un client d'Israël pour certaines technologies. Et ce que ces experts m'ont dit, c'était que lorsque on travaillait avec les Turcs, en très peu de temps, les Turcs apprenaient tout ce qu'ils avaient à apprendre des Israéliens et ensuite étaient capables de travailler par eux-mêmes. Tandis que certains partenaires européens, on m'a mentionné par exemple l'Espagne, étaient incapables de reproduire par eux-mêmes ce que les Israéliens essayaient de leur expliquer sur le maniement de certaines technologies. Mais tout de même, Michel, cette situation, même si c'est la volonté justement du président Trump d'avoir justement de faire participer à ce Proche-Orient différents pays, on ne doit pas oublier tout de même que comme le Qatar, comme la Turquie, ont énormément financé le Hamas. Et on ne peut pas non plus oublier la haine qu'ils ont contre Israël. On ne peut pas l'oublier, bien sûr, mais ce que nous essayons de voir, c'est comment ça marche dans la tête de Trump. Dans la tête de Trump, il y a cette idée, la Turquie est un partenaire important, le Qatar est un partenaire important, Israël est un partenaire important. Ce que nous voulons, nous, États-Unis, avec notre puissance, et dans l'esprit de Trump, il y a aussi avec moi, Trump, qui suis un homme d'État exceptionnel, donc il y a la possibilité de dépasser les hostilités, les querelles, et de faire travailler les gens ensemble. Ça, c'est fondamental dans la vision de Trump. Maintenant, qu'il ait raison, qu'il ait tort, c'est une autre affaire. Mais c'est sa vision. C'est une vision qui avait abouti avec un certain succès aux accords d'Abraham à la fin du premier mandat de Trump. Et c'est une vision qui revient. Il n'est pas indifférent que le gendre de Trump, Jared Kushner, qui avait été l'architecte des accords d'Abraham, reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Et c'est dans cette vision qu'on doit avoir aussi le fait que demain au Caire sont invités beaucoup de chefs d'État et particulièrement aussi Emmanuel Macron qui participera à cette cérémonie qui doit avoir lieu au Caire avec le président Trump.
on a bien vu quel est le comportement de Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que très souvent, Trump se moque ouvertement de Macron, il se moque ouvertement des prétentions de Macron à être un acteur majeur dans la géopolitique mondiale aujourd'hui. D'un autre côté, Trump n'a jamais déclaré la guerre à Macron, il ne refuse pas de le rencontrer, il ne refuse pas de l'associer à un événement comme celui-ci. Il est très clair que dans l'esprit américain, ce n'est pas parce qu'on fait venir beaucoup de partenaires secondaires, et il faut bien comprendre que la plupart des pays qui vont être représentés au Caire sont objectivement des partenaires secondaires, et je dirais même plus que secondaires. C'est pas parce qu'on les fait participer qu'ils sont les piliers de l'action que l'on envisage. Très bien, beaucoup. Merci Michel Gerfunkel pour toutes ces explications, et je vais vous souhaiter une excellente journée et Chag Sameach. Merci beaucoup. Chag Sameach.